Retour sur ce plateau pour la suite de cette émission autour de la transition qui reçoit à présent sur ce plateau notre invité du jour. Il s'agit bien de l'honorable Mohamed Ali Thiam, président de la commission Constitution, loi organique et organisation judiciaire du CNT. Avec notre invité, nous allons parler de la procédure législative. Comment le circuit de la loi depuis sa genèse jusqu'à sa promulgation, quels sont les mécanismes opérationnels à ces différentes étapes. C'est de ça qu'il sera question dans cet autre volet de votre émission autour de la transition. Honorable, bonjour et merci de répondre à l'invitation de la télévision parlementaire. Bonjour. Très bien. Merci de m'avoir invité. Et c'est votre premier passage sur le plateau de la télé parlementaire. Quelles sont déjà vos impressions? Écoutez, j'ai été très émerveillé par l'initiative prise par le président du CNT de doter le Parlement d'un instrument de communication aussi puissant que la télévision. La télévision qui est non pas seulement un instrument d'information, mais aussi un instrument d'éducation, éducation civique, éducation citoyenne. Mais c'est aussi un moyen de rassemblement des citoyens autour de programmes communs. Et, comme on le dit, l'information est la source du pouvoir. Qui n'est pas informé, qui est ignorant, n'a pas de possibilité de progresser. Je crois que c'est une dynamique de progrès, d'émancipation qui est fournie au Parlement pour faire correctement son travail, parce que parmi les plus importantes obligations d'un Parlement, c'est la transparence et la diffusion rapide des décisions qu'elle prend, parce que tout ce qui s'élabore au niveau d'un Parlement appartient à l'information publique. Or, il n'y a pas d'information publique quand il n'y a pas de transmission de cette information au destinataire. Et c'est pour cela que je dis, 1, bravo à Monsieur le Président du CNT pour son initiative. 2, bravo à ceux qui vont animer cette télévision avec le grand espoir que leur talent permettra de donner une autre dimension aux travaux du Parlement. Merci. Il faut le rappeler, tout à l'heure, M. Diallo le rappelait, vous êtes le président de la commission Constitution, loi organique et organisation judiciaire du Conseil national de la transition. Alors, Monsieur le Président, dites-nous quelles sont les missions et organisations de fonctionnement de votre commission. Bon, j'ai pour habitude, on m'a dit que le droit est une science qui est basée sur les documents. Oui. Je vais vous citer ce que dit, pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne le CNT, ce que dit la Charte de la transition en son article 59. La Charte de la transition donne au CNT 5 missions. Premièrement, élaborer et soumettre pour adoption par référendum un projet de constitution. Deuxièmement, élaborer, examiner et adopter les textes législatifs qui permettent à la transition de conduire à un retour rapide à une vie constitutionnelle normale. Troisièmement, suivre la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. Et enfin, contribuer à la défense et à la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques et contribuer à la réconciliation nationale. Voilà les missions qui sont assignées au CNT. Ça, c'est dans l'article 57 de la Charte de la transition. Tout à fait, tout à fait. Oui, alors, Madame Maventi. Et je le rappelais, on va parler maintenant de votre commission. Votre commission, je le rappelais notamment que vous êtes le président de la commission Constitution, loi organique et fonctionnement. Alors, dites-nous, au niveau de votre commission, quelles sont les missions assignées à votre commission au sein du Conseil national de la transition? Et comment elle est organisée? Comment elle est organisée et comment elle fonctionne? Bien. La commission Constitution est l'une des 8 commissions du CNT. Elle est particulièrement chargée de tout ce qui est loi. Mais comme mission principale qui est indiquée à l'article 57,
d'élaborer un projet de constitution. 2, de faire des propositions de loi ou d'examiner les projets de loi que soumettent le gouvernement au CNT. En fait, c'est une fonction transversale. Cependant, en raison des spécificités de certaines questions, il y a d'autres commissions qui examinent d'autres lois en raison de cette spécificité. Mais de façon transversale, il appartient à cette commission d'examiner toutes les lois. Et en général, cette commission est commission soit de fond, soit d'avis de l'ensemble des lois qu'adopte le CNT. Et c'est pour cela que c'est, du point de vue effectif, c'est l'une des plus grandes commissions du CNT. Comment elle est organisée, votre commission? Notre commission, nous avons d'abord le bureau de la commission. J'en suis le président, Madame Fingi Kamara Anne la vice-présidente et Monsieur et Docteur Jean-Paul Kotembenuno est le rapporteur. Autour de ce bureau, nous avons 12 autres conseillers qui travaillent avec nous, et à l'intérieur de la commission, nous nous répartissons par groupe de travail pour permettre un examen rapide des textes de loi qui nous sont soumis. D'accord. Alors, au niveau du groupe de travail, les groupes de travail que vous constituez et tout, qui est censé faire quoi exactement? Est-ce qu'il y a un rôle dévolu à l'un des conseillers, et les 12 conseillers par exemple, les 12 autres conseillers, pour savoir qui fait quoi exactement? Est-ce que c'est une mécanique huilée comme ça ou bien... Il n'y a pas de qui fait quoi. D'accord. Nous nous organisons toujours en commission ad hoc pour travailler sur les textes. Nous sommes un ensemble de profils professionnels. Et conformément aux spécificités des lois, nous regroupons ceux qui ont la capacité de rapidement comprendre le texte, de l'étudier et de l'exposer aux autres. Mais il arrive très souvent que ce ne sont pas seulement les membres de cette commission, nous appelons d'autres compétences dans d'autres commissions pour venir s'ajouter à nous et discuter d'abord au niveau de la commission, de discuter sur certaines questions. Nous pouvons même, avec l'autorisation du président du CNT, faire venir des experts nationaux, quelquefois, et c'est rare, quelquefois des experts d'autres nationalités. D'accord. D'autres nationalités, parce que vous savez, l'élaboration d'une loi, ce n'est pas un travail académique pour dire que l'on a des thèses à faire. Non, c'est l'étude des problèmes de la société pour leur apporter des solutions en forme législative. C'est-à-dire en créant des droits, des permissions, des interdictions afin d'organiser la vie sociale. Donc, nous ne faisons pas un travail académique, nous faisons un travail de recherche pour apporter aux problèmes, aux projets, aux objectifs de notre société, les solutions, les propositions législatives qui permettent de réaliser l'objectif de progrès du peuple de Guinée. Très bien. Ce qui fait que tous les profils ont un apport, aussi bien un sociologue, tous les profils peuvent apporter quelque chose justement. Bien évidemment, bien évidemment. Vous savez, il y a une chose qu'il faut retenir. Il y a le savoir qu'on acquiert à l'école et quelquefois dans l'exercice du métier. Mais il y a une expérience qui est bâtie grâce à l'échange avec les autres. Tout à fait. N'oubliez pas que l'école apprend à apprendre. Mais c'est la vie qui apprend à savoir et à produire. C'est pour cela que l'expérience compte beaucoup et qu'il est utile, je le dis pour les jeunes, il est utile de passer par certaines étapes de l'apprentissage, pas forcément toutes les étapes, mais certaines étapes. Sans brûler les étapes. Pour acquérir un certain niveau d'efficacité.
Très bien. Honorable, la thématique centrale que nous souhaiterions aborder avec vous, c'est bien sûr la procédure législative. Pour le téléspectateur qui nous suit et qui n'est pas souvent imprégné du mécanisme opérationnel de cette procédure-là, alors parlez-nous justement de comment ça se passe. Commençons par préciser que chaque organe parlementaire a ses procédures. En raison des circonstances dans lesquelles sont placés cet organe parlementaire. Nous sommes un organe parlementaire de transition. Nous avons un temps très limité dans lequel nous devons produire beaucoup de choses. Nous avons alors, à travers le règlement intérieur, créé un système d'élaboration, d'examen des textes, qui fait que notre travail pourrait être différent de notre organe parlementaire. Et je le dis parce que, généralement, vous savez, les juristes, ils aiment commenter. Ouais. Ils aiment commenter, ils aiment critiquer, ce qui est tout à fait normal, puisque, comme le dit Victor Hugo, être critiqué, c'est être constaté. Ouais. Alors, le processus est le suivant. Je précise d'abord que l'initiative des lois appartient à deux organes, le gouvernement et le Parlement. Ce sont les deux qui ont le droit de prendre des initiatives législatives. Mais cela ne veut pas dire que le citoyen n'est pas exclu. Il appartient aux citoyens de s'adresser soit au gouvernement, soit aux parlementaires, pour dire, voici mon idée, voici le problème que j'ai constaté, et voici les solutions que je propose pour soit prévenir, soit résoudre le problème. Alors, mais en vertu de la délégation de pouvoir du citoyen vers celui qui doit le représenter au niveau du Parlement, il s'adresse donc aux parlementaires de la même façon qu'il a le droit de s'adresser au gouvernement à travers un ministère pour dire qu'il y a tel problème auquel il faut trouver telle solution. Alors, donc, l'initiative des lois appartenant concurremment donc, au gouvernement et au Parlement, le Parlement fait des propositions de loi et le gouvernement fait des projets de loi. Commençons par les projets de loi. Les projets de loi émanent généralement des ministères en charge de certaines questions qui soumettent d'abord à la réunion interministérielle un projet qui est discuté à ce niveau. Si à ce niveau il est recevable, il reçoit une sorte de consolidation par la discussion à l'intérieur du conseil interministériel qui adopte un document. C'est ce document qui est déposé sur la table du Conseil des ministres, présidé par le président de la République. Donc ce document est un avant-projet ou un projet à ce niveau-là? Une fois qu'il est discuté en conseil interministériel. Du département vers le conseil des ministres, c'est un avant-projet. Okay. D'accord. Lorsqu'il est adopté par le conseil des ministres et qu'il doit venir au Parlement, il s'appelle projet de loi. D'accord. Alors à ce niveau, honorable, quel est le mécanisme de saisine du Parlement? Comment ça se passe à ce niveau-là? Voilà. Lorsque le Conseil des ministres a adopté le texte, il est transmis au CNT par le secrétaire général du gouvernement, qui tient là-bas un registre qui permet, au retour de la loi, de trouver un numéro. D'accord. Okay. Donc, lorsque la loi est enregistrée au secrétariat général du gouvernement comme projet, il est transmis au président du CNT
naturellement par la voie administrative qui est le secrétaire général du CNT qui reçoit l'ensemble des documents qui doivent parvenir au CNT et qui les pose sur la table du président. Lorsque ce n'est pas le courrier du président et que c'est un projet de loi, alors le président le fait voir par le bureau du CNT, qui le bureau le soumet maintenant à la conférence des présidents. Mais nous avons écourté la procédure en faisant en sorte que, très souvent, comme je l'ai dit, nous avons un temps limité, donc nous ne perdons pas du temps dans les procédures, dans les cloisons étanches. Ouais. Okay. Donc, on a fait en sorte que, lorsqu'il s'agit d'un projet de loi, c'est à l'initiative heureuse d'ailleurs du président du CNT, c'est toujours la conférence de présidents maintenant élargie au bureau. D'accord. Qui reçoit le texte et qui se prononce sur sa recevabilité. Est-ce que le texte est recevable? Est-ce qu'il n'est pas recevable? Alors, prenons un texte. Oui, et quelles sont les conditions de recevabilité? Justement, c'est la question J'y qu'elle venais. oui. Prenons un texte, n'importe lequel. Lorsqu'il arrive, la première étude que nous faisons, c'est de savoir si antérieurement, donc dans l'environnement juridique, dans l'arsenal juridique du pays, est-ce que la question qui est traitée dans ce texte a été traitée? Auparavant, d'accord. Mais il appartient à celui qui fait le projet de faire un exposé des motifs, les motifs pour lesquels il veut que cette loi soit prise. En disant, par exemple, qu'il n'y a pas de texte dans l'environnement juridique sur cette question, où les textes qui existent ne sont pas suffisants pour couvrir l'ensemble des aspects de la question auquel la loi veut apporter des solutions. Ou qu'il est nécessaire simplement d'adapter une, deux, trois dispositions de cette loi aux progrès réalisés dans le pays ou à des événements qui sont survenus, qui montrent que l'ancienne loi, la loi existante, ou l'une des dispositions de la loi existante n'est plus conforme à la réalité d'aujourd'hui. Donc, on décide de modifier la loi. La modification peut être, par exemple, une suppression, en disant que cette disposition est surannée. Ouais. Ça peut être la première, ça peut être c'est là une forme de modification. La modification peut consister à rédiger la disposition, en lui donnant donc la dynamique, la nouvelle dynamique de la société guinéenne. Alors, lorsque donc le texte vient, la première chose à savoir, c'est pourquoi propose-t-on ce texte? Ça, c'est la première condition. Première condition. Deuxième condition, et là je viens, si c'est une proposition de loi, est-ce que la proposition de loi inclut des incidences financières? Si elle inclut des incidences financières, ce n'est plus de la compétence du député ou du Parlement, à moins que le député ou le Parlement indique quelles pourraient être les sources de recettes pour pouvoir couvrir l'incidence financière que va provoquer cette loi. Et c'est là où vous verrez qu'il est utile, normal, que la séparation des pouvoirs dont on parle ne soit pas étanche. Que ce soit une séparation de pouvoirs qui prévoit deux choses: la collaboration entre les organes gouvernants et l'équilibre de ces pouvoirs. Il n'est pas interdit à un député de proposer une loi qui a des incidences financières, mais on soumet cela à des conditions parce que la négociation des situations financières et la gestion financière appartient au gouvernement, à l'exécutif. D'accord. Donc, aujourd'hui, pendant la transition, nous nous honorons de ce qu'il existe un véritable dialogue entre le gouvernement
et le CNT. Et vous avez remarqué que très souvent à nos délégués... Ce qui n'est pas synonyme de complaisance que certains verront entre, parce qu'ils estiment que voilà, la collaboration entre les deux... Vous savez, le penser, c'est ignorer que c'est toujours une faiblesse d'un État de vivre dans des situations conflictuelles. Ouais. Ou dans des Un État qui veut progresser réduit les sources de conflit entre les institutions, surtout les institutions gouvernantes. Ce qu'il faut, que ce soit le législateur, que ce soit le constituant, il faut faire en sorte que les sources de conflit non seulement soient rares, mais quand elles existent, qu'il y ait des solutions. Et cela a été notre souci dans le projet de constitution. Essayer de réduire autant que possible les sources de conflit dans le fonctionnement des institutions gouvernantes. Je voulais aussi dire réduire. Est-ce qu'il y a aussi la possibilité de réduire le circuit législatif d'un projet de loi? Vous savez, déjà il est normal de constater que les situations d'urgence peuvent amener la réduction des délais. D'accord. Peuvent amener l'inscription en priorité d'un texte de loi. Vous comprenez? Ainsi donc, c'est toute autre affaire cessante. On s'occupe de ce que demande l'urgence. Donc c'est la saisine par procédure d'urgence. La procédure d'urgence très souvent... Le gouvernement peut saisir par procédure d'urgence, tout comme le CNT peut se prononcer sur l'urgence qu'il y a d'accélérer l'examen et l'adoption d'un texte de loi. Mais il peut arriver qu'un texte qui est venu en urgence pose tellement de problèmes que ce n'est pas les délais qui ont été demandés qui vont se passer, mais c'est des précautions qui doivent être prises, parce que n'oubliez pas que la loi est la dictée d'un comportement à des hommes. Et alors il faut faire très attention pour ne pas tomber soit dans le blocage, soit dans l'excès d'exercice de droits qui sont créés. D'accord. Donc, au niveau des conditions de recevabilité du texte, il y a est-ce que le texte est opportun? L'opportunité par rapport à l'existence de dispositions de même nature. Opportunité par rapport au fait que des situations nouvelles sont à créer nécessairement. Opportunité par rapport à l'adaptation des textes anciens aux situations nouvelles. Il faut d'abord évaluer l'opportunité de ce point de vue. Mais l'opportunité du point de vue aussi de la conformité de cette loi à nos engagements internationaux. Est-ce que le texte que nous sommes en train de prendre est conforme à nos engagements internationaux? Tout à fait. Parce que, aussi bien nos constitutions antérieures que la charte de la transition prévoit que les textes internationaux ont un effet supérieur à celui des textes intérieurs. Ce qui amène justement que lorsque nous introduisons un texte intérieur au régime juridique guinéen, que le texte passe par la ratification ou l'approbation du Parlement. Oui, à ce niveau, par rapport à cette étape, parce que je souhaiterais qu'on s'y attarde, au niveau des conditions de recevabilité du texte, est-ce qu'il y a, on va dire, un mécanisme opérationnel édicté par le CNT dans lequel on moule tous les textes qui viennent? Deuxième question, c'est celle de savoir, au cas où le texte n'est pas conforme à ces conditions de recevabilité, quelle est l'attitude que le Parlement adopte? Mais si le texte n'est pas recevable, c'est qu'automatiquement il doit être rejeté, tout simplement.
Au niveau de l'étape même de la conférence des présidents. Au niveau Avant de la plénière. conférence des présidents, je vous dis qu'on se prononce sur l'opportunité de la loi. Okay. Si elle n'est pas opportune, on le dit à l'auteur. Votre loi, de la même façon qu'il va l'envoyer avec un exposé des motifs, de la même façon, on va lui envoyer une réponse dans laquelle les raisons de l'irrecevabilité sont exposées. D'accord. Oui, M. Barry, pour la suite de la procédure. Il faut dire quand même que dans les différentes étapes, notamment de cette procédure législative, les commissions quand même jouent un rôle central. Dites-nous de quoi il s'agit réellement en ce qui concerne ces rôles de ces commissions. Écoutez, après la conférence des présidents. Oui. Lorsque les commissions sont saisies et qu'elles ont travaillé, il y a d'abord que nous avons organisé un principe, c'est que une loi est confiée à une commission de fond et à des commissions d'avis qui peuvent être au nombre de 2 et même de 3. La commission de fond travaille et pendant ce temps, les commissions d'avis aussi étudient la loi et les 3 conçoivent un chronogramme qui permet de travailler dans un délai qui va amener les 3 à se réunir autour du projet ou de la proposition de loi. Ils vont sortir donc un texte consolidé à partir des observations, des critiques, des apports des autres commissions. Il nous est arrivé ici de recevoir des projets de loi qui n'ont que 5 articles. Au sortir de notre laboratoire, les 5 articles sont devenus 45. Oui, à ce niveau, comment ça se passe? Est-ce que l'apport du CNT crée souvent des postes de dépenses? Mais oui, nous nous rendons compte. Parce que je vais vous dire, elle l'a dit tout à l'heure, c'est un grand nombre de profils professionnels qui se retrouvent au sein du CNT. Mais il y a aussi des personnes qui sont là juste parce qu'on croit dans leur sagesse. Okay. On croit dans leur sagesse. Et cette sagesse-là aide parce que, vous savez, une loi doit être rédigée pour être accessible à l'humanité moyenne, celle qui se situe entre les plus intelligents et les moins intelligents. Si un texte n'est pas accessible à l'humanité moyenne, ce n'est pas un texte de loi. C'est un texte savant, mais ce n'est pas un texte de loi. Un texte de loi doit être compris par le citoyen lambda, comme je le lis souvent dans les journaux, vous parlez de citoyen lambda. Mais un citoyen doit pouvoir comprendre la loi. Puisqu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi, il faut faire en sorte qu'elle soit à la portée du citoyen. Donc, il y a des sages qui n'ont pas de profil économique, qui n'ont pas de profil juridique, qui n'ont pas de profil sociologique, mais qui sont gardiens de certaines traditions et qui vous disent « Ah oui, ce que vous dites là, c'est bien beau, mais n'oubliez pas que nos traditions se passent comme ça. » Or, nous avons, en tant que législateurs, l'obligation de faire survivre les traditions qui sont encore dynamiques et peu à peu d'abandonner les traditions qui sont surannées. Oui. Cet équilibre entre, disons, la loi moderne et les lois traditionnelles est garanti par la présence de ces sages parmi nous qui nous disent quelquefois, dis donc ce que vous dites là, on n'a rien compris. Parce que quelquefois c'est écrit par un juriste qui est fort de sa science juridique et qui veut bien faire et qui est soucieux de produire un texte que notre juriste ne va pas critiquer. En oubliant qu'il y a quelqu'un qui ne veut rien savoir de ce que les juristes disent. Ce qu'il veut savoir, c'est comment la loi lui est utile. Ouais. D'accord. En quoi la loi lui est utile. Donc cela nous permet donc de concilier les positions savantes des grands universitaires que nous avons parmi nous et la position de sagesse de ces aînés qui se trouvent parmi nous et qui n'ont pas de profil professionnel précis. D'accord. Je voulais dire, c'est vrai que l'adage le dit que ce sont les hommes sensés qui font les lois et cela se conçoit.
la préoccupation que j'ai, vous avez parlé tout à l'heure de l'exposé des motifs. C'est tout un exercice, je suppose. Au sein de vos commissions, enfin de la commission que vous présidez, vous avez des assistants. Vous avez des conseillers du président qui sont affectés de façon permanente dans ces différentes commissions. Est-ce qu'il y a quelque chose, comment la collaboration se passe et quelles sont les mesures que vous, en tant que président de cette commission, vu que c'est là où il y a un plus grand nombre de ressources humaines pour pouvoir appuyer, assister et tout, quelles sont les dispositions que vous avez eu à prendre, que vous pouvez prendre pour qualifier ces assistants et tous ceux qui travaillent autour de la commission? Non, prenons l'inverse. Comment ces assistants peuvent nous amener à nous perfectionner? Parce que n'oubliez pas que nous les avons trouvés ici, justement. Avec une vaste expérience. Tout à fait. Dont nous nous honorons. Ce sont eux, lorsque la loi est arrivée, on leur donne pour qu'ils nous disent comment ça se passait avant. Avant nous. Deuxièmement, par rapport à ce qu'ils savent, qu'est-ce que contient cette loi? Et troisièmement, lorsque nous n'avons pas compris, c'est à eux que nous confions certaines recherches. Parce que il y a un langage en Guinée qui fait que certains disent on a copié ça au Sénégal, on a copié ça au Burkina, ou bien on a copié ça. En matière de loi, il n'y a pas de copier-coller. Lorsque vous faites une loi, vous avez le droit de faire un benchmarking, comme on le dit, oui, tout à fait. de voir autour de vous comment les autres ont résolu ce problème. Si cela vous convient, si cela résout votre problème, vous prenez, peut-être en l'adaptant à votre situation. Mais si c'est totalement conforme à votre situation, mais vous le faites. Vous l'appliquez. Le dicton devenu universel, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est au temps de Thomas Jefferson que c'est venu. Ouais. Aujourd'hui, ça figure dans presque toutes les constitutions. Ouais. Mais parce que c'est conforme à l'aspiration démocratique universelle de l'ensemble des pays du monde. Lorsqu'on dit république unitaire, mais c'est parce que quelqu'un a utilisé ce concept. Ouais. Une règle qui s'exprime par un alignement de mots, par une phrase qui a soit un caractère impératif, soit un caractère prohibitif, ne peut pas être un copier-coller. Circuler à droite. Mais dans tous les pays où, pour permettre la circulation, on dit à chacun de circuler à droite. Si vous dites que dans votre pays, c'est circuler à droite, est-ce que c'est du copier-coller ou c'est l'adaptation de votre vie à une règle qui est très bonne? C'est même du bon sens. C'est même du bon sens que de choisir chez les autres ce qui est bon pour l'importer chez vous. Mais cela doit se faire aussi en dégageant un peu son originale personnalité. Il faut dire que tout pays doit avoir une identité constitutionnelle, une identité législative par laquelle on reconnaît le pays. Oui, tout à fait. Je me rappelle bien de votre discours à l'occasion du débat d'orientation constitutionnelle que j'admire bien et que je reprends très souvent. Où vous avez dit qu'il n'y a pas une, on va dire, procédure universelle d'une constitution. Il n'y a pas donc, on va dire, un prêt-à-porter constitutionnel qu'on peut faire implémenter à tous les pays et que chaque pays a ses spécificités, a ses réalités, n'est-ce pas? La preuve réside dans le fait qu'il y a de très grands pays qui n'ont pas de constitution, qui ont juste des règles et surtout des règles coutumières
qui sont devenues impératives. Oui. On reviendra, honorable, tout à l'heure sur cet aspect lorsqu'on abordera l'avant-projet, si le temps nous le permet. Je voudrais qu'on revienne un peu sur la procédure législative. J'ai juste une question sur cette procédure, parce qu'en général, pour celui qui ne connaît pas comment est-ce que les choses fonctionnent, on résume en quelque sorte la procédure judiciaire par la levée des mains, je vote contre, je vote pour, alors qu'il y a assez de travaux qui est fait, notamment dans les commissions. Dites-nous quelle est la place de ces travaux de commission. Voilà. Je reviens en arrière en disant que lorsque ma commission, par exemple, reçoit une loi, la conférence des présidents lui impose un délai pour dire qu'il faut que l'examen de cette loi se passe dans cette période-là, de 10 jours, de 15 jours, de 20 jours, de 20 mois, selon le volume de la loi. Okay. Parce que nous recevons quelquefois des textes très volumineux, surtout quand il s'agit de codes. Ça peut être au minimum 50 pages avec 200 à 300 articles, ce qui n'est pas, dont l'étude n'est pas facile. Ouais. En tant que commission de fond, nous lisons la loi. Pendant que nous sommes en train de lire la loi, les assistants sont en train de faire des benchmarking pour nous, pour savoir quelles sont les forces et les faiblesses du projet qui nous est envoyé, pour attirer notre attention sur certaines dispositions du projet, en disant qu'elle viole par exemple une disposition de la Constitution, actuellement de la Charte, ou qu'elle est inadaptée, ou qu'il y a déjà une loi qui a traité de ça, et de voir de quelle manière, s'il doit y avoir un renvoi, de faire le renvoi. Par exemple, surtout quand il arrive que dans une loi, il y a des dispositions pénales, de savoir si ce n'est pas à renvoyer au code pénal, ou bien si c'est une nouvelle disposition, effectivement, qu'on doit prendre. Vous comprenez? Donc, la commission étudie le texte. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, après, elle appelle les commissions d'avis. De votre côté, d'abord, quand la commission de fond a adopté un texte, elle l'envoie à la commission d'avis. Et voilà comment nous procédons. Nous mettons en rouge rayé tout ce que nous souhaitons supprimer. Nous mettons en bleu tout ce que nous proposons. Nous mettons en vert tout ce qui ne nous paraît pas clair pour en discuter avec l'auteur de la loi. Nous l'envoyons donc tel aux commissions d'avis. Les commissions d'avis peuvent être d'accord avec nous ou diverger avec nous sur aussi bien les suppressions que sur les propositions. Ou même nous apporter des explications sur la partie laissée en vert. À ce niveau, qui fait l'arbitrage? Comment ça se passe? Non, mais c'est une discussion collégiale. D'accord. C'est une discussion collégiale. Ça, c'est au niveau de n'oubliez pas que la règle fondamentale de travail d'un Parlement, c'est la collégialité. Il n'y a pas d'arbitrage. C'est la collégialité. Lorsque, au niveau même de la commission, il peut arriver qu'à l'intérieur même de la commission, nous ne soyons pas d'accord sur tout. Et qu'à la rencontre avec la commission d'avis, il y ait des idées qui résolvent le problème. Les positions sont réconciliées. Et tout. Vous comprenez? Les positions sont réconciliées. Si à ce niveau, ce n'est pas réconcilié, on va maintenant à l'intercommission qui regroupe l'ensemble des 8 commissions. Ce ne sont pas tous les membres qui viennent. En général, on envoie 2 ou 3 personnes de chacune des commissions qui viennent s'ajouter aux membres des commissions de fond et commissions d'avis. Les questions à ce niveau sont encore discutées. Et vous savez ce qui arrive très souvent, c'est que à force de discuter 1, 2, 3 fois, on finit par se rendre compte que ce qui était insuffisant ici peut être comblé de cette manière. Mais on ne s'arrête pas là. D'abord, au niveau de la commission, on fait venir l'auteur de la loi. Celui qui a proposé la loi. Pour donner au niveau de la loi. Et les fondements. Nous lui envoyons le texte
il a un temps pour réfléchir en fonction du volume de la loi. 10 jours, une semaine, un mois. Une fois, on a donné 2 mois. Pour que, par exemple, sur le code de la... la loi sur l'orientation agricole. Agricole, oui. On leur a donné 2 mois, ils ont vu, ils sont revenus. Ils ont dit ce sur quoi ils sont d'accord, ce sur quoi ils ne sont pas d'accord, et ils ont donné les réponses aux questions qui étaient restées en couleur verte. D'accord. C'est après ça donc que nous allons en intercommission. Nous allons en intercommission pour discuter. L'auteur du projet, la commission et les commissions d'avis vont devant les autres commissions maintenant avec un texte consolidé. C'est ce texte consolidé que l'ensemble des 8 commissions vont discuter. Les représentants de l'ensemble des 8 vont discuter. Le texte consolidé qui en sortira est celui qui va à la plénière. C'est pour cela que les gens croient que c'est mécaniquement qu'on lève la main. C'est parce que déjà... Il y a eu des discussions en amont. C'est parce que déjà, il y a eu des discussions à l'intérieur de la commission, entre la commission et les auteurs du texte, entre la commission, les auteurs du texte et l'intercommission, et maintenant ensemble devant la plénière. Et à la plénière, c'est la commission saisie au fond qui présente le rapport. Qui présente le rapport et qui dit, et vous entendez souvent dire, une commission qui dit je ne me reconnais pas dans mes... Je ne me reconnais pas dans le rapport parce que on n'a pas tenu compte de mes recommandations. De mes recommandations, de mes observations ou de mes corrections. D'accord. Vous comprenez? C'est ainsi que vous avez des gens qui disent, on dit quels sont ceux qui sont pour? Ils ne lèvent pas la main. Quels sont ceux qui sont contre? Ils lèvent la main. Ou qu'est-ce qui s'abstiennent? Ils lèvent la main pour indiquer que la discussion n'a pas tenu compte des observations. Nous avons des textes donc adoptés à l'unanimité, des textes votés, adoptés seulement à la majorité. À la majorité, quelquefois juste des textes votés par consensus. Très bien. Alors, honorable, on est suffisamment bousculé par le temps. Ce que vous dites, c'est si intéressant. On aura d'autres opportunités, naturellement, pour revenir sur cette procédure législative, mais aussi sur le travail de la commission, parce que vous êtes l'une des, je ne veux pas faire des jaloux, mais c'est l'une des plus importantes commissions du Parlement, parce que c'est la commission Constitution qui a ses missions rattachées à la mission du CNT, qui est celle d'élaborer un projet de constitution. Aujourd'hui, l'actualité, nous avons un avant-projet de constitution qui est en maturation, avant de revêtir très bientôt certainement, on va dire son nom de projet, après que toutes les consolidations aient été faites. Merci, honorable, d'avoir accepté notre invitation. On aura d'autres opportunités, comme je l'ai annoncé tantôt. C'est la fin de cette émission autour de la transition qui a reçu comme invité, il faut le rappeler, l'honorable Mohamed, on va dire Eric Thiam, Mohamed Ali Thiam, président de la commission Constitution, lois organiques et organisation judiciaire du CNT. Merci à toute l'équipe technique de cette émission. On se retrouve dans les prochains numéros. Portez-vous bien. Au revoir.